Mercure. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un énorme astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Boum! Des fragments volent dans toutes les directions avec l'onde de choc. Après que la poussière soit retombée, nous voyons un cratère qui fait presque la taille du lac Ontario. Mais le plus intéressant, c'est la forme de ce cratère. Il ressemble à une araignée. Un corps rond au centre et plusieurs pattes tout autour qui pointent dans différentes directions. Et le plus étrange, c'est que les pattes d'araignée ne sont pas tout à fait alignées avec le centre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un tel paysage a pu se former. Certains pensent que l'image de l'araignée est apparue là bien plus tôt et que la météorite tombant presque en son centre n'était qu'une coïncidence. Mais nous n'avons toujours pas d'explication claire sur la façon dont de telles fissures ont pu apparaître à la surface de Mercure. Un autre mystère sur Mercure concerne son origine en tant que planète. Selon une théorie, elle était autrefois la lune de Vénus, mais au fil du temps, elle aurait succombé à la gravité du Soleil. Notre étoile aurait littéralement arraché Mercure à l'orbite de Vénus, et la petite planète se serait mise à graviter autour de lui. Ce qui pourrait prouver cette théorie, ce sont les périodes de rotation de Mercure et de Vénus. Mercure perd progressivement de sa vitesse de rotation. Un jour sur cette planète équivaut maintenant à 58 jours terrestres, et cela augmente sans cesse. En même temps, après qu'elle ait perdu son pesant satellite, Vénus s'est mise à tourner un peu plus rapidement. Selon une autre théorie, Mercure serait entré en collision avec Vénus peu après l'apparition du système solaire. À cette époque, Mercure était légèrement plus grande que ce qu'elle est devenue par la suite. Mais alors, sa collision avec Vénus lui a fait perdre une partie de sa croûte, et un peu plus tard, Vénus a recueilli ses débris. Mais les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment Mercure s'est formé. Uranus. Une géante gazeuse à 18 distances Terre-Soleil de notre planète. Cette planète semble calme comparée à d'autres géantes comme Jupiter avec ses tempêtes grosses comme la Terre. Et pourtant, Uranus possède elle aussi quelque chose d'inhabituel et d'unique. Cette tache sombre, par exemple, a été détectée par le télescope Hubble en 2006. À l'époque, elle faisait presque 2 fois la taille de l'Alaska. Quelques années plus tard, des points lumineux y sont apparus. Il s'est avéré qu'il s'agissait de nuages de méthane qui se déplaçaient à la surface de la planète à une vitesse de 480 km/h. Mais nous ne savons pas exactement ce qui provoque de telles tempêtes sur Uranus. Nous pourrons peut-être résoudre ce mystère en nous penchant sur un autre aspect énigmatique d'Uranus. Cette planète tourne sur elle-même, couchée sur le côté. Si tu regardes l'axe de notre planète, tu verras qu'il est vertical et seulement à peine incliné. C'est la même chose pour la plupart des planètes de notre système solaire. Mais pas pour Uranus. Son axe est presque horizontal et pointe vers le Soleil. L'un des pôles d'Uranus est entièrement éclairé presque tout le temps. Le jour polaire sur la planète dure 42 années terrestres. Lorsque l'inclinaison de l'axe d'Uranus vient à changer, le jour polaire commence de l'autre côté de la planète. Le pôle jusque-là éclairé plonge dans l'obscurité pendant 42 ans. Ce changement de saison peut provoquer de graves tempêtes à la surface de la planète. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Uranus est couché sur le côté. Peut-être qu'il y a des milliards d'années, la géante gazeuse est entrée en collision avec plusieurs astéroïdes qui étaient sur le point de devenir de jeunes planètes. De telles protoplanètes, dont la taille et le poids auraient été similaires à ceux de la Terre, auraient pu faire basculer Uranus après s'être écrasé sur elle. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Passons maintenant à Europe, la lune de Jupiter. Le grand mystère ici est de savoir s'il y a de la vie sur cette lune. Les scientifiques n'excluent pas une telle possibilité. Tout ce que l'on peut voir à la surface de cette lune, c'est de la glace. Les rayures que l'on y aperçoit sont en fait de longues et larges fissures. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que cette lune n'était rien de plus qu'un bloc de glace. Mais maintenant, ils pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Le noyau d'Europe est chauffé par les forces marémotrices de Jupiter. Ce noyau chaud fait fondre la glace qui l'entoure, donc il pourrait vraiment y avoir un immense océan sous cette croûte de glace. Comme l'eau est la base de la vie, différents micro-organismes pourraient y exister, mais nous ne le découvrirons que si nous y envoyons une sonde. Il nous faudra forer au travers de 2 douzaines de kilomètres de glace solide et chercher dans un océan 2 fois plus grand que tous les réservoirs d'eau sur Terre. Regarde maintenant la lune de Saturne, Titan. C'est la 2e plus grande lune du système solaire. Elle est 50% plus grande que le satellite naturel de la Terre. C'est le seul endroit de notre système solaire, autre que la Terre, où l'existence d'eau liquide ait été prouvée. Mais la chose la plus intéressante à propos de Titan est son atmosphère. Elle a une épaisseur de 400 km. Cette distance est presque 40 fois plus grande que l'altitude de croisière moyenne des avions commerciaux sur Terre. Et elle est composée à 95% d'azote. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est composée à 79% d'azote.
ce qui signifie qu'elles sont assez similaires. Le mystère est que personne ne sait comment cette atmosphère est apparue là. Une théorie suggère qu'il y a de nombreuses années, des météorites venaient s'écraser sur la surface de Titan presque sans interruption. Des roches massives entraient en collision avec la croûte, augmentant la pression et les températures sur cette lune. Dans de telles conditions, l'ammoniac présent dans l'air s'est décomposé en azote et en hydrogène. L'azote, qui est lourd, est tombé sur la surface de Titan, tandis que l'hydrogène, plus léger, s'est élevé et s'est répandu dans l'espace. Mais certains scientifiques contestent cette théorie. Un autre mystère du système solaire concerne l'étoile hypothétique Némésis et son existence réelle. Si tu regardes toutes les étoiles de notre galaxie, tu découvriras que la plupart d'entre elles sont jumelées, ce qui signifie que deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Statistiquement, le Soleil devrait donc lui aussi avoir un compagnon. Certains scientifiques ont donc émis l'hypothèse que les plus grandes extinctions de masse sur Terre étaient liées à un objet mystérieux dans l'espace. Ils ont suggéré qu'il y avait une naine rouge quelque part à moins d'une année-lumière et demie du centre de notre système solaire, et qu'à chaque fois que cette étoile naine s'approchait du nuage d'astéroïdes, cela perturbait ces voyageurs de l'espace. Chaque fois que cela s'est produit, plusieurs astéroïdes ont été lancés vers la Terre et ont provoqué une extinction massive. Mais cette étoile n'a pas encore été découverte, et de nombreux scientifiques remettent en question cette hypothèse. Maintenant, regardons à l'extrême limite du système solaire. Un photon de lumière doit voyager pendant 1 an pour arriver jusqu'ici. Les scientifiques pensent que le nuage d'Oort existe dans cette zone. C'est une région hypothétique où des tonnes d'astéroïdes et de blocs de glace se rassemblent en nuages. C'est l'endroit le plus éloigné où la gravité du Soleil est encore un effet. On peut supposer que ce nuage sphérique entoure le système solaire. On pense que c'est de cette région que proviennent les comètes à longue période. Elles traversent le système solaire et retournent ensuite dans le nuage d'Oort. Ce voyage peut prendre des milliers d'années. Encore plus excitant, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché dans cette région. Certains scientifiques affirment qu'elle pourrait faire 4 fois la taille de Jupiter. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a confirmé son existence. Bien que le nuage d'Oort soit encore considéré comme hypothétique, certains scientifiques pensent que les comètes de cette région sont responsables des principales extinctions de masse sur Terre. Maintenant, allons au-delà des frontières du système solaire. Là-bas, à 1500 années-lumière de la Terre, se trouve le trou noir le plus proche de notre planète. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils attirent non seulement la matière, mais aussi la lumière. Plus encore, ils ralentissent le temps. Une fois qu'un objet se retrouve piégé dans la gravité d'un trou noir, il ne peut plus s'en échapper. La lumière et la matière se déposent progressivement près de l'horizon des événements et disparaissent bientôt dans l'obscurité infinie. Le temps s'écoule différemment ici. 1 minute près d'un trou noir sera égale à plusieurs semaines sur Terre. Le plus grand mystère est de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur des trous noirs. Certains affirment qu'il n'y a rien d'autre qu'une pression écrasante qui détruit tout ce qu'elle rencontre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir de portails vers une autre dimension ou que ce sont des trous de verre menant à d'autres endroits dans l'univers. Si c'était vrai, les trous blancs existeraient aussi, les portails de sortie des trous noirs et des trous de verre. Mais aucun trou blanc n'a été trouvé jusqu'à présent. Maintenant, que dirais-tu d'aller à la frontière hypothétique de l'univers ? On l'appelle le vide de l'Éridan. Si tu regardes la carte de l'univers, tu verras un point froid, vide, d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Toute la galaxie de la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de diamètre. Le principal mystère est de savoir comment cette tache est apparue. Une théorie affirme que ce vide est la cicatrice laissée par la collision de 2 univers parallèles. Imagine que les univers soient des bulles géantes, et un jour, 2 de ces bulles sont entrées en collision. Alors l'univers parallèle à notre bulle nous a arraché plusieurs galaxies. Pour l'instant, c'est la seule explication qui permette de comprendre comment un vide froid aussi immense a pu apparaître dans notre univers. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas ? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain.
Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données.
C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le grand collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur.
Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir.
Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ?